Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, une petite correction. Je ne suis pas membre de l'Académie des sciences, mais ouvrière en l'Académie des sciences. C'est un peu position un peu différente. Et contrairement à mes collègues, Karol Modzelewski hier et Bogdan Sonik aujourd'hui, qui racontent l'histoire dans laquelle ils ont participé, moi, je suis seulement ouvrière à l'Académie des sciences, mais pas dans sidérurgie ou industrie textile, c'est-à-dire que je n'ai pas participé dans les grèves ouvrières et dans les émeutes ouvrières aussi. Je crois que c'est un problème important, peut-être pas très important, mais quand même important pour comprendre ce qui s'est passé quand vivaient les gens à l'autre côté des rideaux de fer. Alors, je commencerai par une citation. Si la classe ouvrière nous s'oppose, il nous faudra capituler, car avec qui nous irons lutter contre l'ennemi sans avoir une base, c'est-à-dire la classe ouvrière. C'est nous qui représentons ses intérêts. C'est la citation d'un discours de Władysław Gomułka en juin 1946 pendant une vague de grèves en Pologne. Le secrétaire général du Parti communiste, peut-être qu'il ne se rendit compte qu'il commis une autotromperie parce que nous, c'est-à-dire le Parti communiste, ne représentait pas les intérêts réels des ouvrières, mais avant tout une idéologie, représentant une idéologie, mais pas les ouvrières comme telles, comme la classe, comme les gens, comme une communauté. Le fait que la majorité des membres du Parti communiste étaient des ouvrières, et adjectif ouvrière figurait dans le nom de cette partie, c'était Parti polonaise des ouvrières. Le nom à l'époque ne signifie pas que cette partie a souhaité réaliser des intérêts courants des ouvrières et était en mesure de le faire. À cette époque-là, le Parti communiste se concentrait sur les prises du pouvoir, mais pas sur les problèmes quotidiens des gens. La nationalisation entière de l'industrie en Pologne et aussi dans les autres pays communistes a mis les conflits sociaux à un autre niveau qui était en période capitaliste où il y avait ces conflits se déroulaient entre capital et travail. En effet, par la nationalisation, les usines deviennent la propriété d'État et il n'y avait pas de capital mais l'État. C'est-à-dire chaque grève, chaque émeute, chaque protestation dans les usines a été traitée comme anti-étatique. Et c'était vrai, on peut dire. Dans les systèmes soviétiques ou les communistes, je cite, la grève signifiera la révolte. C'est Joseph Schumpeter a écrit ça en 1942, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé à l'Union soviétique. Et ça, son analyse, il était éminent économiste, sa analyse a été confirmée dans la future relativement proche. Par la suppression des libertés civiles, en principe, canaux de communication qui servent dans les pays démocratiques pour résoudre les conflits, et dictature qui régnait en Pologne, a fait que l'histoire de la Pologne des années 45
89 peut être décrite à travers les prismes des protestes des ouvrières qui, à plusieurs reprises, se sont transformées en ouvertes révoltes. Il existait bien sûr aussi des autres tensions sociales qui se manifestaient par démonstrations et émeutes, comme les manifestations des jeunes ou des étudiants dans les années 45, 46, 57 et surtout 68, et aussi les actions pour la défense de la religion ou des lieux de culte qui étaient assez fréquentes en Pologne dans les années 60-66. Mais toutefois, on considère que les grèves et révoltes ouvrières étaient les plus importantes pour déstabiliser les systèmes. L'opposition active, au commencement, a pris les formes les plus radicales dans les années 44-48. Et pendant cette année, dans de nombreuses régions du pays, se déroulait la guérilla. Cependant, après écrasement sanguin de la résistance, les adversaires du système n'entreprenaient plus la lutte armée. Alors, on peut dire que la résistance passait aux mains des civils. Et une des formes de cette résistance, c'était les grèves et les émeutes. On ne devra pas percevoir les révoltes ouvrières comme les événements séparés. Il existait en effet une sorte de sous-sol sur lequel ces révoltes se poussaient directement. C'était usage des grèves en tant que forme externalisation du conflit social. Les bilans des grèves normaux, si on peut dire, en Pologne, en 45-89, n'a pas été fait jusqu'à maintenant, mais on peut dire sûrement que chaque année, il y avait dizaines ou même centaines de grèves ou incidents type grève. Il y avait bien sûr les années relativement tranquilles, dans les autres il y avait des cumulations des actions de grève. Et, comme vous savez très bien, pendant la révolution industrielle, la persistance des grèves n'est rien surprenant. Mais lorsqu'on est conscient du fait que ces grèves avaient lieu dans un système de dictature où les élites au pouvoir ont des ambitions de contrôler tout, tous et partout, ça donne une petite différence vis-à-vis des pays démocratiques. Observant cette fréquence des révoltes, on peut supposer que les systèmes de dictature avaient des lacunes. Grâce à cette lacune, quelque chose pouvait être commencé à éclater. Soit les éléments humains, c'est-à-dire les sociétés, étaient trop difficiles à garder sous contrôle, ou plutôt les deux cas ont réagi simultanément. Cherchant les autres raisons pour expliquer les problèmes de grève dans les pays de dictature communiste, en cas de la Pologne surtout, on peut mentionner les longues traditions de grève des ouvrières polonaises qui remontent au XIXe siècle. Je vais donner un seul exemple. En 1937, il y avait plus de 2000 grèves en Pologne. En même année, en Grande-Bretagne, il y avait 1000. C'est-à-dire les Polonais grévaient 2 fois plus souvent que les Anglais, malgré que
il y a une grande différence entre le nombre des ouvrières en Pologne et le nombre des ouvrières en Angleterre. Les premières grèves en Pologne après la guerre, c'est-à-dire en Pologne qui a commencé, s'est communisée, avaient lieu en avril 1945. Et jusqu'à la fin de cette année, il y avait plus que 200 grèves. L'année suivante a apporté la remontée du nombre de grèves pour atteindre 600 cas. Plus tard, elle a commencé à descendre, ce qui était causé aussi par l'amélioration des niveaux de vie qu'au renforcement des contrôles policiers et une doctrination politique. Pourtant, la lutte pour la défense des intérêts quotidiens ne disparaissait pas. Par exemple, en 1951, c'est-à-dire pendant la nuit noire du stalinisme en Pologne, et pas seulement en Pologne, il y avait environ 200 grèves. Et plus tard, jusqu'au l'été 1980, il y avait chaque année au moins quelques dizaines de grèves normales, c'est-à-dire non liées avec les révoltes, les émeutes. Dans la majorité des cas, il s'agissait de grèves courtes, mais aussi il y avait des exemples de grèves simultanées dans plusieurs dizaines d'usines à la même ville, comme à Łódź en septembre 1947, ou dans les grèves simultanées dans 5 mines de charbon en Silésie au printemps 1951, ou la grève de services urbains à Łódź en août 1957. Il y avait aussi les grèves persistantes. Par exemple, à Gérardów, en 1951-1952, les ouvrières, plutôt les femmes, de la même usine ont grévé 3 fois consécutives. Tous les 4 mois, il y avait une grève pour les mêmes problèmes. En 1953, il y avait même les grèves des ouvrières des bâtiments qui construisaient les toits du comité central du Parti communiste. Bien sûr, il était sans parti, ces ouvrières. Et presque toutes ces protestations, lesquelles je l'appelle normales, concernaient les revendications sociales courantes. La retard des paiements, réduction des primes, augmentation des normes de production, augmentation des heures de travail, étaient très ponctuelles. Au début, c'était les usines textiles et les mines de charbon qui étaient les plus grévistes en Pologne, et puis après ça un peu se dispersait, et c'est surtout l'industrie mécanique et les bâtiments qui étaient à la tête de cet échelon de grévistes. Étant donné que les syndicats ont été complètement soumis au parti au pouvoir, les grèves éclataient de façon spontanée, à cause d'un accident, des rumeurs pas prévisibles. D'habitude, les comités de grève n'ont pas convoqués, on n'est pas formulé par écrit les postulats. Cette verbalisation des postulats, le plus souvent, s'est déroulée pendant les réunions
des ouvriers avec les représentants de la direction. Ces réunions étaient chaotiques, anarchiques, fiévrées. Mais en général, la direction a prometté de remplir une partie des postulats. Alors, les grèves, c'est fini. Il y avait des grèves qui ont duré 2 heures, 3 heures, rarement plus qu'un jour. Si cette grève s'est prolongée, on a convoqué, par exemple, les représentants du ministère concerné, ça dépend de la branche de l'industrie, haute fonctionnaire du Parti communiste, mais aussi la police politique qui a essayé de retrouver les fomenteurs de grève, les activistes. Puis, il y avait des arrestations, bien sûr, mais à peu près jamais au lieu de grève. Un soir ou tôt matin à la maison, pour ne pas exciter la public, spécialement. Il était extrêmement rare de faire recours à la milice en formation serrée, c'est-à-dire une compagnie de milices, par exemple, et exceptionnellement, d'introduire les unités armées ou utiliser l'arme à feu. C'était un seul cas avant 1956, c'était à Gdańsk en 1946, pendant la grève dans les portes. Et la diffusion des informations concernant les grèves a été strictement contrôlée dans les médias, à vrai dire bloquée. Utilisation, le mot de grève a été inadmissible. En contrepartie, on a parlé, mais pas souvent, d'interruption au travail. Przerwy w pracy, comme synonyme de grève. Mais assez vite, les communistes ont commencé à considérer les grèves comme les activités de diversion. Je cite, « Jusqu'au présent, régnait l'opinion que les ouvriers font la grève car ils sont en mauvaise situation. Mais ce n'est pas la raison par laquelle les ouvriers font la grève. Ils font la grève suite aux activités de l'ennemi qui pénètre dans le terrain de la classe ouvrière. » Ça a été dit par Hilary Means aussi en 1946, parce que c'était cette vague de grève et la direction du Parti communiste, ça commençait à intéresser qu'est-ce qui se passe dans le pays. Et jusqu'à l'automne 1956, chaque investigation au sujet des grèves a été fondée sur la thèse que la protestation était le résultat d'une inspiration étrangère. Et comme argument dans la propagande, ça a été exploité aussi plus tard jusqu'à la fin du communisme. Et malgré que la révolte initiée par les grèves est très liée avec la Pologne, aussi dans l'historiographie internationale, je crois que pour la période communiste, cette révolte a été inventée par les ouvriers tchèques. Les émeutes qui ont duré 2 jours, accompagnées des attaques au siège des autorités, on a apparu comme les premières à Brno en novembre 1951. Les grévistes n'ont présenté aucun postulat politique. À la raison directe de les protestations était la suppression des bonus de Noël, qui étaient depuis le XIXe siècle distribués parmi les ouvriers. En cette année, à cause des crises économiques, on a stoppé, et voilà cette émeute à Brno. Et les semblables émeutes ont lieu à Pilsen, en juin 1953, où il y avait aussi l'attaque aux bâtiments publics. Cette fois,
le problème était général parce que cette protestation a été contre échange de monnaie qui touchait tous les citoyens de Tchécoslovaquie, pas seulement les ouvriers de Pilzno. Les grèves et les émeutes ont duré des jours. Il y avait centaines de arrêtés. 250 personnes ont été placées devant le tribunal. Le plus connu, bien sûr, c'est la révolte à Berlin. En juin 1953, initiée, je vais vous rappeler, initiée par les grèves des ouvriers du bâtiment qui demandant la révocation de nouvelles normes de production. Ça, c'est commencé par ça. Mais quand les ouvriers ont sorti pour aller au pied des bâtiments des conseils des ministres, là-bas, on a déjà réclamé les élections libres et démocratie. C'est-à-dire, ce petit problème social se changeait dans quelques heures ou même quart d'heure dans une protestation purement politique. Les grèves et affrontements ont duré des jours, couverts à peu près toute l'Allemagne dite démocratique, et étaient étouffés par les unités blindées de l'armée soviétique qui étaient sur place. Il y avait plus que 150 morts, etc., etc. On a dit assez souvent, c'est insurrection de juin ou insurrection de Berlin à cause de l'élargissement de ce mouvement. On voit bien que les Polonais n'ont pas été les premiers, malgré notre national sentiment. Mais la Pologne a été, il faut souligner que la Pologne était au premier rang parce que la répétition de cet événement, parce qu'en Tchécoslovaquie, c'était 2 fois dans une période assez courte, en Allemagne démocratique, c'était une seule fois, il y avait des émeutes de le même type. En Novotcherkassk, à l'Union soviétique, en 1962, en Roumanie, en juillet, en 1987, mais c'était toujours les événements isolés. En Pologne, c'était toute une série. Juin 1956 à Poznań, décembre 1970 à côte baltique, et juin 1976 à Radom. Et après, arrivait l'année 80, Solidarność, etc., Karol Modzelewski a présenté les problèmes de cette grève qui était spécifique. Je vais souligner seulement que les grèves de 1980, de juillet et surtout d'août, n'ont pas créé les émeutes. Et parce qu'il n'y avait pas des émeutes, ce n'était pas la révolte, mais c'était la révolution. Le début, pas le début de la révolte, mais le début de la révolution. Et c'est une chose à part très différente. Ces 3 révoltes émeutes polonaises se sont souvent perçues comme une série d'événements identiques. Elles sont énumérées d'une seule traite en ajoutant des grèves des étudiants, surtout en mars 1968, et les grèves d'août 1980, la création de Solidarność, c'était une sorte de l'apothéose de toutes ces grèves, émeutes, étudiants, croyants, et ouvriers, etc., etc. Alors j'essaie de présenter très brièvement de ces
ce qui se passait dans ce 3K. Dans le matin du 28 juin 1956, plusieurs milliers d'ouvrières ont quitté le terrain de l'usine nommée récemment de Joseph Staline à Poznań et se sont dirigés vers le centre de ville. La grève a été annoncée parce que il est annoncé comme la protestation contre la ténacité de la direction et du ministère industriel avec lesquels pendant de longues semaines on était pour parler en raison des plaintes concernant le système de normes et de primes. Sur la route vers le centre, les employés des autres entreprises du transport urbain, etc., se joignaient aux ouvrières de l'usine de Staline. Vers 8 heures déjà, plusieurs milliers de personnes se sont réunies à la place, bien sûr, la place Staline, devant les bâtiments du conseil municipal et des comités municipaux du Parti communiste. La foule devenait de plus en plus dense, il s'élargissait par les passants, par les écoliers qui étaient en train d'aller aux écoles, ils ont joint cette masse de gens. À part des slogans sociaux qui prépondéraient au début, on vit à Paris les slogans antisoviétiques et anticommunistes. On réclamait les élections libres sous le contrôle des Nations Unies et la banderole avec inscription « Pain et liberté », ça était les symboles les plus importants de ce qui se passait. Et la foule pénétrait dans les bâtiments de ce pouvoir des autorités locales. On a détruit les appareils de brouillage des stations radio occidentaux. On a attaqué la prison, où on a pris un peu d'armes. On a désarmé les miliciens dans les plusieurs commissariats. En tout, on a collecté environ 250 armes à feu. Dans la foulée, se sont répandues les rumeurs selon lesquelles une insurrection aurait éclaté dans tous les pays et vers 11 heures, les manifestants ont attaqué les bâtiments du Conseil de sécurité. Et les équipes de sécurité ont commencé à tirer, il y avait des premières victimes. Un peu plus tôt, la direction du parti à Varsovie a pris la décision d'utiliser les forces militaires et quelques unités des écoles militaires qui étaient en voisinage de Poznań est arrivée, mais ce n'est pas accalmé la situation, seulement à 4 heures après-midi que les grosses formations blindées ont entré à Poznań. D'un heure à l'autre, tout ça a commencé à calmer. Mais il y avait des échanges de tirs encore les jours suivants. La révolte a été étouffée aux dépenses de 70 morts. Plus que 750 personnes ont été arrêtées. Les autorités ont déclaré que la grève et les démonstrations ont été organisées par les forces hostiles et le Premier ministre a annoncé à la radio que chaque main élevée contre le pouvoir populaire serait tranchée. Et on peut prendre le risque de dire que la révolte de Poznań était le premier soulèvement des ouvriers en Pologne
et en même temps les derniers mouvements insurrectionnistes en Pologne parce qu'on a utilisé les armes. Après, jamais, dans aucune manifestation, même dans les émeutes, les manifestants n'ont pas utilisé les armes à feu. Mais à 7 juin 1956, il n'y avait pas d'insurrection nationale comme les Poznaniens ont rêvé, peut-être. La situation s'est accalmie relativement vite, peut-être grâce à cet brutal étouffement de la révolte à Poznań. La révolte de Poznań n'a pas eu de répercussions personnelles immédiates et visibles, mais quand même, elle a posé le problème de légitimation des systèmes et aussi a approfondi les différences dans les élites gouvernantes. Et on peut dire que c'était un prélude à l'octobre polonais, et peut-être c'est un peu trop empathique, mais on pourrait dire que Gomulka est rentré au pouvoir grâce aux 5 versés par les ouvriers de Poznań. Si on considère une telle constatation comme exagérée, il ne sera pas exagéré de constater que ce même Gomulka, 14 années plus tard, a perdu le pouvoir à cause de sa contribution au versant du sang des ouvrières de la côte baltique. Bien qu'au début de cette deuxième révolte, au chantier naval de Gdańsk, au matin 14 décembre 1970, se sont déroulées de la même façon. Elle a apporté un effet nouvel et différent de Poznań. Alors que les ouvrières de Poznań ont entamé la grève à cause d'un conflit local, 7 décembre 1970 a été dû à l'augmentation drastique des prix des produits alimentaires, ce qui a touché bien évidemment tous les Polonais, c'est-à-dire les ouvrières de Gdańsk. On a commencé les grèves au nom de la population. Mais l'évolution de la situation a été un peu semblable. Les ouvriers sont descendus dans les rues, démonstration de plusieurs milliers de personnes se dirigeaient vers les bâtiments de l'autorité locale du parti et la milice. Les ouvriers des autres établissements ont très vite venu pour aider les ouvriers des chantiers navals. Et la milice, accompagnée par quelques centaines de soldats, essayait de bloquer de ces bâtiments, mais les émeutes, pas encore sanguinaires, se sont déroulées jusqu'au minuit. Les jours suivants, la situation se répétait, c'est-à-dire les ouvriers ont venu dans les usines, puis ont sorti dans les rues. À ce moment-là, Gomulka a décidé qu'il faut utiliser les armées comme telles et il a autorisé aussi l'utilisation de l'arme. Malgré cette disposition, les grèves et démonstrations, bien sûr, manifestations, se sont répandues sur Gdynia, Elbląg, puis sur Szczecin. En général, on a envoyé 20 000 soldats, plus que 400 chars. Il y avait au minimum 41 personnes victimes mortelles, plus de 1000 personnes
a été hospitalisé. À peu près 3000 manifestants ont été arrêtés. Mais à la différence de la révolte de Poznań, qui a duré un peu plus de 24 heures, la révolte des ouvrières des côtés baltiques, et surtout à Szczecin, non seulement ont duré plus longtemps, mais aussi ne s'est pas terminée par épaissement seulement, l'épaissement des émeutes. Mais on a créé un vrai comité de grève interprises avec les postulats déjà écrits. Il y avait une direction des grèves, c'est-à-dire c'était les premières grèves en Pologne après la guerre, organisées, mais pas avant, mais pendant la grève, ou même après. Après la grève, on créait la structure de mener la lutte. Parmi les revendications, il y avait un très intéressant, qu'il était nécessaire de créer les syndicats indépendants soumis à la classe ouvrière. C'était un très général, pas vague, pas précise, mais quand même, cette conscience que ce syndicat qui existe ne représente pas les ouvrières a été déjà verbalisée, c'est-à-dire on a essayé de trouver quelque chose. Même on a signé l'accord entre ce comité de grève et les pouvoirs locaux pour accalmir, pour revenir au travail, etc., etc. Mais tout ça, un bouleversement qui s'est commencé le 14 décembre, a duré 2 mois, parce que tout ça a été provoqué par augmentation des prix, et les prix ont été révoqués au niveau d'avant, seulement après la grève des textiles à Łódź en février 71. Et c'était la scène, on a raconté plusieurs fois dans la littérature, très intéressant parce que c'était les femmes qui constituaient la plupart des ouvrières des textiles. Et quand le premier ministre, nouvelle première ministre, est arrivé pour parler avec des 1000 femmes dans la même salle, il essayait d'expliquer que c'est impossible de revenir à l'ancien prix. Les femmes, on a commencé à pleurer. Et il était complètement désarmé. Il n'avait pas aucune marque de manœuvre. Alors, il est résigné. Mais généralement, on peut dire que cette grève de décembre, le plus grand succès de cette grève, c'était l'écartement de Gomulka, qui était traité comme le buc émissaire et était écarté. Alors, on peut dire que la classe ouvrière a décidé des changements du dirigeant des pays, pas choisissant le nouvel, M. Guérec, mais écartant l'ancien. C'est un minimum, mais quand même, ça confirmait que la classe ouvrière est la classe gouvernante. La suivante révolte, la troisième, était en 1976. C'était beaucoup moins émouvant parce que la milice n'avait pas d'armes à feu. C'est Karol Modzelewski qui a hier a souligné. Mais cette grève a commencé aussi parce que l'augmentation des prix alimentaires et après un jour des émeutes dans quelques villes, les gouvernements se décidaient de supprimer cette augmentation, c'est-à-dire
de nouveau, les ouvriers, on a démontré que ce sont eux qui gouvernent les pays. Oui, je sais, j'ai passé, oui. Alors, pour conclure, ces trois révoltes, Gomulka, qui était, parce que j'ai commencé par Gomulka, je vais finir par Gomulka aussi. Ces trois révoltes, les Gomulka, qui à l'époque était déjà en retraite, a considéré comme les résultats non éradiqués de l'anarchisme de la noblesse polonaise. Et que c'est toujours la classe dirigeante amène la Pologne à l'abîme. Et voilà, c'est pour ça on peut dire que les émeutes des ouvriers en Pologne ont amené la Pologne vers l'abîme du capitalisme réel.